Et puis en France, les consultations s'accélèrent en vue de nommer un Premier ministre. L'ancien chef de gouvernement Bernard Cazeneuve est reçu ce matin à l'Élysée, tout comme Nicolas Sarkozy, François Hollande et le président LR de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Quels sont les enjeux de cette troisième série de rendez-vous politiques? Nous poserons la question à Sylvain Rousseau en direct de l'Élysée. Comment interpréter l'attentisme au sein de l'exécutif, un mois et demi après la démission du gouvernement Attal? Plus généralement, comment sortir de cette crise politique inédite depuis des décennies? On en parle avec Roselyne Febvre, chef du service politique ici à France 24, et on en débat avec Dominique Rousseau, professeur de droit public à l'université Paris 1, et avec Arnaud Mercier, spécialiste de la communication politique. Voilà pour le programme. Bienvenue, c'est Parlons-en. Et avant de commencer ces débats, on va retrouver Sylvain Rousseau à l'Élysée. Bonjour à vous. Sylvain, le chef de l'État a donc rencontré Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce qui se joue actuellement à l'Élysée ? Oui, effectivement, Bernard Cazeneuve qui est à l'Élysée. Bernard Cazeneuve qui est même en train de sortir très probablement de l'Élysée, puisque je vois beaucoup de journalistes autour de moi qui commencent à sortir leur caméra pour filmer. Il est tout à fait possible qu'effectivement le rendez-vous, le tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Bernard Cazeneuve soit désormais terminé. Alors ce qui se joue, c'est très simple. Bernard Cazeneuve, c'est l'un des favoris pour occuper ce poste de Premier ministre à Matignon. Son nom a circulé tout l'été. On sait qu'il a de nombreux avantages. Bernard Cazeneuve, il est de gauche mais ne fait pas partie de l'alliance du Nouveau Front populaire. On sait qu'un Premier ministre issu de cette coalition serait immédiatement censuré. Bernard Cazeneuve qui était ami en plus de ça avec Emmanuel Macron lorsqu'ils étaient tous les deux ministres de François Hollande. Et puis Bernard Cazeneuve, c'est un ancien Premier ministre. Il a déjà occupé cette fonction pendant un petit peu moins de 6 mois à la fin du quinquennat de François Hollande. En revanche, ce qui joue contre lui, c'est que Emmanuel Macron s'est toujours voulu au-dessus des partis politiques et nommé à Matignon un Premier ministre issu du hollandisme, le retour de la vieille politique en quelque sorte, si l'on peut dire. Cela ne joue pas en la faveur de Bernard Cazeneuve. L'un des autres favoris, l'un des autres noms qui a circulé là encore tout l'été, c'est celui de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, républicain, qui sera lui reçu dans l'après-midi à l'Élysée. Et entre les deux, Emmanuel Macron va consulter les deux anciens présidents de la République, François Hollande tout d'abord, puis Nicolas Sarkozy. Sylvain Rousseau en direct de l'Élysée. Vous continuez à suivre ces consultations pour France 24. Merci à vous. Roselyne Febvre, bonjour. Cazeneuve, c'est une hypothèse crédible pour Matignon ? Oui, c'est tout à fait une hypothèse totalement crédible, parce que c'est d'abord, on l'a dit, il a été d'abord Premier ministre, donc il connaît le sujet, il connaît Matignon, même s'il y restait que quelques mois. C'est quelqu'un qui est sérieux, c'est un vrai politique au sens, c'est pas quelqu'un de la société civile qui va découvrir la machine Matignon. Et il n'effraie pas totalement la droite, et il effraie en revanche la France insoumise, ça c'est sûr, puisque hors des murs de la France insoumise et de toute éternité, personne n'aura grâce aux yeux de la France insoumise. Donc là, voilà, mais si on regarde aujourd'hui ses talents, on va dire, si on coche les cases du plus, oui, c'est un homme qui peut tout à fait remplir la tâche de Matignon. Alors, est-ce qu'il va, lui, est-ce qu'il a une idée sur, par exemple, la réforme des retraites? Est-ce qu'il veut la bouger? Alors qu'Emmanuel Macron ne veut pas pousser d'un iota cette réforme, qu'il veut garder. Il le reçoit aujourd'hui noyé avec d'autres, comme Xavier Bertrand et les anciens présidents de la République. Donc, est-ce que ça veut dire que dans le fond, il dit je consulte, mais je le consulte pas plus lui qu'un autre? Donc il est un peu noyé, pardonnez-moi l'expression, mais dans la masse. Il le fait pas passer par la grille d'honneur en disant ce matin je reçois Bernard Cazeneuve. Il reçoit toute une batterie de personnalités, dont les anciens présidents de la République. D'ailleurs, l'entrée de Bernard Cazeneuve s'est faite loin des caméras, contrairement aux autres rounds, au premier round en tout cas de négociation. Bonjour à vous, Arnaud Mercier. On va justement parler de la communication politique dont vous êtes spécialiste. Donc sur ces dernières
15h. Donc Emmanuel Macron invite Bernard Cazeneuve à le rencontrer lundi. Il laisse l'intéressé le faire fuiter. Dans la foulée, il fait savoir que les anciens présidents Hollande et Sarkozy seront aussi reçus, et Xavier Bertrand. C'est une manière finalement de montrer qu'il est au centre du jeu et puis de gagner du temps aussi. Gagner du temps, là je crois qu'il a déjà fait tout ce qu'il pouvait pour ça, mais non, mais surtout, effectivement, le message principal, c'est que a priori, il n'est pas en train de convoquer le futur Premier ministre, parce qu'il le met au milieu des autres, et il le met au milieu des autres à égalité, par exemple avec Xavier Bertrand, dont on a aussi parlé. Donc ça sonne plutôt comme... vous qui êtes une personnalité qui ne suscitait pas trop de répulsion dans le camp centriste ou dans le camp de droite, vous pourriez être amené à jouer un rôle, mais peut-être pas celui de Premier ministre, et je tenais à vous en parler, sachant que l'entourage de Bernard Cazeneuve, et Bernard Cazeneuve lui-même, a laissé fuiter qu'il n'avait jamais eu de contact avec Emmanuel Macron de tout l'été, alors que son nom ne cessait de circuler. Donc finalement, il l'invite quand même, ils en parlent. Le fait qu'il invite les anciens présidents de la République au milieu de tout ça laisse aussi entendre que finalement c'est une vaste consultation autour des gens d'expérience, un ancien Premier ministre, un de gauche, un de droite, un président, un de gauche, un de droite. Donc il est toujours dans ce en même temps. Et à mon sens, enfin, en termes de communication, ça serait bizarre que ce soit son nom qui sorte, vu les circonstances, parce que le message n'est pas cohérent avec le dispositif. Lui a annoncé, en tout cas, le chef de l'État, qu'en ce premier jour de rentrée scolaire, il laissait la rentrée se passer et qu'il faudrait attendre une nomination peut-être ce mardi. Peut-être, voilà. Donc, après les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, la rentrée scolaire. Dominique Rousseau, bonjour à vous. Vous êtes constitutionnaliste, justement. Comment vous analysez l'attentisme de l'exécutif qui est considéré comme un déni de démocratie pour les uns et comme une garantie de stabilité aussi pour les autres? Est-ce qu'il a raison, diriez-vous, de ne pas se presser? Parce qu'on peut le dire, il ne se presse pas. D'un point de vue constitutionnel, l'attente pour former un gouvernement est logique, puisqu'il n'y a pas de majorité. Quand il y a une majorité à l'Assemblée nationale, le Premier ministre est nommé dans les 24 heures, dans les 48 heures. Quand Mitterrand est élu, il nomme Pierre Mauroy. Quand la droite a la majorité en 86, Mitterrand nomme Jacques Chirac. Quand Jacques Chirac, président, a devant lui une majorité de gauche, il nomme immédiatement Lionel Jospin. Là, il y a une majorité, donc il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas de majorité, comme c'est le cas actuellement, évidemment, il faut du temps pour que les groupes se rencontrent, éventuellement décident de travailler ensemble, éventuellement fassent un programme de gouvernement et une coalition majoritaire. C'est ce qui se passe dans tous les régimes parlementaires. Depuis un mois, on donne tous les exemples. Alors, il y a la Belgique, 2 ans. Mais est-ce qu'il ne refuse pas la logique parlementaire, justement, Emmanuel? Comment? Est-ce qu'il ne refuse pas la logique parlementaire? Non, un chef d'État parlementaire, si vous prenez l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, pour les pays immédiatement voisins, quand il n'y a pas de majorité, le chef de l'État consulte. Et il consulte les responsables politiques, les présidents de groupes. Certains font, par exemple en Belgique ou en Italie, ce que fait le chef de l'État dans ces deux pays-là, c'est qu'il désigne ce qu'on appelle un facilitateur. C'est-à-dire une personne qui ne sera pas Premier ministre, mais qui va faciliter le travail entre les groupes parlementaires pour dire alors est-ce que vous êtes prêts à faire des concessions ou pas? Vous voulez abroger la loi sur le travail, moi je veux la maintenir, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on va apporter des modifications sur la pénibilité, etc. Donc ni maintien ni abrogation, mais est-ce qu'on peut faire un compromis? Ça c'est le travail du facilitateur. Emmanuel Macron a voulu jouer ce rôle de facilitateur. C'est son choix. Il aurait pu désigner une personnalité pour faire ce travail. Mais d'un point de vue constitutionnel, si vous voulez, il n'y a rien à dire. Alors, d'un point de vue politique, certainement, mais d'un point de vue constitutionnel, il y a 3 articles de la Constitution, sans vouloir vous embêter avec... Donc on n'est pas dans une crise institutionnelle, selon vous? Pour moi, non. C'est une crise politique. Il n'y a pas de majorité. Enfin, il faut bien se mettre ça dans la tête. Il n'y a pas de majorité. Donc, le président de la République doit, article 8, nommer un Premier ministre, mais article 49, les députés peuvent renverser le gouvernement, et article 5, le président doit veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Donc, s'il nomme
un Premier ministre, article 8, qui va se faire renverser par les députés, article 49, il n'y aura pas, article 5, un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Si vous voulez, nommer un gouvernement, on n'est pas au bowling, quoi. C'est pas un jeu de quilles. Je nomme machin, mais je sais qu'il va être renversé. Vous ne partagez pas l'analyse de François Hollande qui dit, je cite, « Ça n'était pas au président de la République de censurer lui-même Lucie Castet. Cette responsabilité revient à l'Assemblée nationale. C'est une faute institutionnelle. » Pour vous, ce n'est donc pas une faute institutionnelle. Il appartient au président de la République, encore une fois, de veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, article 5. S'il nomme un Premier ministre, en sachant que ce Premier ministre va être immédiatement renversé. Bon, oui, il aurait pu le faire, il peut s'amuser. Mais encore une fois, c'est pas un jeu de quilles. Donc, si vous voulez, la responsabilité du président de la République, et là je ne dis pas d'Emmanuel Macron, mais la responsabilité du président de la République dans un régime à structure parlementaire, ce qu'est au fond la Ve République, c'est quand il n'y a pas de majorité, de faire des consultations pour voir les groupes qui peuvent ou veulent travailler ensemble. En fait, le principe... Excusez-moi, parce qu'il y a quand même un problème, il y a un angle mort dans votre raisonnement, c'est que le président de la République, d'après les textes, c'est l'époque du général de Gaulle, il est assez arbitre. D'ailleurs, il y a un septennat, il y a le quinquennat pour le Parlement. Et donc, effectivement, le général de Gaulle voulait que le président soit au-dessus de la mêlée. On sait très bien, notamment avec la réforme du quinquennat, que le président de la République est devenu un espèce de super Premier ministre, que le vote des Français est un vote de défiance à l'encontre d'Emmanuel Macron. Et donc, il ne peut pas, politiquement, il ne peut pas être le facilitateur, puisque précisément... on va dire les 2/3 de l'électorat, que ce soit du côté Rassemblement national ou gauche, ont voté contre Emmanuel Macron. Donc, c'est pour ça que François Hollande dit que quelque part c'est une faute. Alors peut-être pas une faute institutionnelle, mais au moins une faute politique. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu un vote de défiance à l'encontre d'Emmanuel Macron, et pour autant c'est lui qui se fait l'arbitre des choses. Donc c'est quand même une position très difficile à tenir, à mon sens. C'est pour ça que je disais qu'il aurait pu ou dû désigner un facilitateur, se mettre en retrait. Mais il ne l'a pas fait. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Et la conséquence, c'est qu'il y a une crise de la représentation aujourd'hui. Je voudrais citer ce sondage de l'Institut Ipsos pour le Monde qui fait le constat d'un phénomène de défiance quasi généralisée des Français à l'égard de la classe politique, avec 51% des Français favorables à une démission d'Emmanuel Macron. C'est pratiquement un Français sur deux. Et le risque aujourd'hui, c'est que les Français estiment aussi qu'on les a convoqués pour rien. Mais on ne les a pas convoqués pour rien. Enfin, vous parliez tout à l'heure de déni démocratique. Bon, encore une fois, c'est l'opposition qui parle de déni démocratique. Le vote démocratique, les Français ont dit on ne veut pas de majorité absolue. Or, il y a à l'Assemblée des parlementaires qui dénient le vote des Français en disant nous sommes la majorité. Or, il n'y a pas de majorité. Les Français, si vous voulez, la réalité démocratique, c'est que les Français ont dit on ne veut plus de majorité absolue. Ils l'avaient déjà dit en 2022. Ils le disent en 2024. On ne veut pas de majorité absolue. On veut que les partis politiques, certains, gouvernent ensemble. Et la classe politique, elle, dit non, on ne veut pas gouverner, on veut que ce soit nous seuls qui gouvernons. C'est ça qui ne va pas. C'est ça qui ne va pas. D'autant que, alors vous avez des sondages, mais sous la cohabitation, par exemple, les Français, les sondages étaient très favorables à la cohabitation en 86 et en 97. C'est la classe politique. Le quinquennat dont vous parliez, le quinquennat qui a été voulu finalement par Jospin et Chirac et Giscard, partant pour embêter Chirac, pour dire, tu vois, toi, tu feras pas de septennat. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cassé justement toute possibilité, croyait-il, de cohabitation, parce que la classe politique n'aime pas la cohabitation. Le principal défi aujourd'hui, c'est finalement de parvenir à créer une majorité de non-censure. Roselyne Febvre, est-ce que c'est vraiment envisageable, considérant la configuration de l'Assemblée? La non-censure, d'abord, il y a une grande inconnue, c'est que va faire le Rassemblement national. Ça, c'est mystère et boule de gomme. Quand Marine Le Pen et Jordan Bardella ont été reçus par Emmanuel Macron, eh bien, elle a répondu que c'était effectivement le chaos, que la situation était chaotique, mais qu'elle n'accepterait pas, absolument pas, un gouvernement avec la France insoumise, et que c'était en gros la ligne rouge. Et même les écologistes. Oui, mais c'était globalement aussi le NFP. Enfin, voilà.
Mais aujourd'hui, est-ce que sa stratégie à elle, ça va être de... On va continuer cette stratégie de la cravate, vous savez, c'est-à-dire on est sage, on est bien élevé, on va à l'Assemblée bien habillé, et puis on fait pas trop de vagues, parce que nous, on va montrer qu'on est responsable. Elle s'est rendue compte quand même qu'ils avaient envoyé aux législatives des ozos, pour la plupart, qui savaient pas annonner 3 mots. Twitter faisait son miel des représentants du Rassemblement national. Donc, et il l'a confessé d'ailleurs, Jordan Bardella, il a dit, c'est vrai, on n'était pas prêt. Donc, elle a compris, qu'elle ne pourrait pas gagner maintenant et toute seule. Peut-être qu'il lui faudra un moment, en 3 ans. Ce qui peut se passer, est-ce que Laurent Wauquiez va petit à petit se rapprocher de l'extrême droite qui aura monté patte blanche, vous savez, comme l'histoire du loup et des 3 petits cochons, où finalement le loup entre dans la bergerie. C'est bien possible, c'est ce qui s'est passé quand même en Italie il y a longtemps. Donc est-ce qu'à un moment, elle va comprendre que son intérêt, c'est de s'allier avec une partie de la droite, même si là, il y a eu quelques fuites avec Ciotti, mais bon, ça n'a pas donné grand-chose. Donc, en tout cas, justement, on ne sait pas. C'est pas sûr. On ne sait pas. C'est ce qu'a dit le député Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy ce matin. Oui, mais en fait, c'est pas du tout certain parce que ils sont pas clairs. Ils le font au dernier moment, c'est comme ils l'en font sur l'immigration. Tout le monde cherche à défendre son intérêt partisan en fonction de la présidentielle, en fonction de la possible prochaine dissolution, parce que vu l'impasse, il est probable que d'ici 1 an, puisqu'on ne peut pas dissoudre avant, et que tout le monde prend... C'est une option qui a d'ailleurs les faveurs du Rassemblement national. Voilà. Et, alors, la vraie option du Rassemblement national, qui est un discours qui est complètement gaulliste, ce qui est paradoxal, puisque pendant longtemps, ils étaient anti-De Gaulle, mais c'est de dire, mais il y a une crise politique, il y a un blocage institutionnel pour trouver une majorité. Et nous, le président de la République a choisi de dissoudre, il a été battu dans les urnes, il devrait démissionner. Ce qu'a fait le général de Gaulle avec le référendum. Alors que rien ne l'y oblige. Un référendum, n'a pas le même impact. Les législatives, c'est pire que le référendum. Donc, en bonne logique, le Rassemblement national se positionne de façon extrêmement institutionnaliste et gaulliste, contrairement à LFI qui parle de la 6e République, qui veut tout mettre par terre. Et donc, c'est pas sûr qu'ils jouent le jeu du pire en disant on va censurer tout de suite. C'est peut-être pas leur intérêt, en fait. Il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027. Et que par conséquent... Contrairement aux cohabitations. Contrairement aux cohabitations. En 86, les députés socialistes pouvaient rester derrière Mitterrand parce qu'il y avait la possibilité de 88. En 97, les gaullistes pouvaient rester derrière Chirac parce qu'il y avait 2002. Là, les députés macronistes, entre guillemets, n'ont aucun intérêt à rester derrière Macron. Il y a d'ailleurs d'ores et déjà un parfum de cohabitation entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Absolument. Donc, si vous voulez, Emmanuel Macron donne l'apparence d'être toujours le maître des horloges et d'avoir le pouvoir. En réalité, il n'a pas de pouvoir puisque... À quoi ça sert de l'aider puisque de toute façon, il ne pourra pas se représenter en 2027. Donc aujourd'hui, le bloc central et le centre droit sont à la recherche du candidat qui leur permettra d'être réélu en 2027. J'ajoute, si vous permettez, que je suis assez d'accord pour considérer ou penser que et Mélenchon et Marine Le Pen cherchent une élection présidentielle anticipée en demandant la démission Pas sûr pour Marine Le Pen, anticipée, parce qu'elle n'était pas prête. Je crois qu'elle est dans la foulée maintenant. Elle est dans la foulée et des européennes et des législatives. Et il ne faut pas qu'elle perde, si on met de son point de vue, ce crédit. En plus, elle a mis de côté Bardella qui a pris une claque. Donc elle revient en premier. Il joue un peu la crise de 1924, où le président de la République, à l'époque, était Alexandre Mitterrand. Et à cette époque, Mitterrand nommait un ministre, mais personne ne voulait devenir ministre de Mitterrand. Et Mitterrand a fini donc par démissionner. Le problème, c'est que s'il y a une élection présidentielle anticipée en novembre ou décembre 2024, ça ne règle rien, puisqu'on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Mais de toute façon, les Insoumis qui ont relancé donc leur projet de destitution du président n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Aucune.
Non, Aucune. Il faut l'accord du Sénat, donc c'est réglé. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde joue 2027. Oui. C'est évident. Et c'est leur stratégie. Voir qui a intérêt à part de là. Et quand Nicolas Sarkozy dit il faut choisir quelqu'un du camp de la droite, parce que le pacte législatif de Wauquiez dit lui-même qu'il ne veut pas participer au gouvernement, François et Nicolas Sarkozy répond mais quand moi j'étais sous Balladur, ça m'a pas empêché d'être ministre de Balladur ou de Chirac et de me présenter après. Donc, justement, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie de la part de la droite? Non, il y a une stratégie à ne pas vouloir gouverner alors que leur programme est assez compatible. Sarkozy donne cet exemple. C'est ministre de Chirac ne l'a pas empêché de devenir le président de la République dans la foulée. Donc, c'est une façon de lui répondre bon, bah vas-y, allez, passe la seconde. Et c'est vrai que Wauquiez déjà, il a mis du temps à sortir du bois. Il a mis du temps à reparler. On pensait qu'il avait disparu dans sa région, dans une forteresse. Et puis finalement, il est sorti du bois pour contrer, bien sûr, Éric Ciotti et puis pour prendre la place, en quelque sorte. Mais 2027. On l'entend pas, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas où il veut aller, à part ce pacte législatif. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut pas faire? C'est quand même, encore une fois, assez... c'est le brouillard. Mais la droite, donc il faudrait qu'il clarifie là aussi lui, ce qu'il veut faire. Être dans le brouillard, puisqu'ils savent qu'ils sont coincés entre le marteau et l'enclume. Oui, ils le savent justement. Mais c'est comme le droit incarné par Macron, PS qui entre les macroniens et la gauche. Donc il y a le Rassemblement national pour Wauquiez, il est entre les deux. Et lui, il a le sentiment que si il prend position quelque part, eh bien, il va perdre quelque chose, il va perdre son identité. Et eux, ils sont dans une logique plutôt, alors j'allais dire, de soutien sans participation. Ça serait leur idéal, visiblement, c'est ça pour l'instant. Du point de vue stratégique. Du point de vue tactique, purement tactique. Parce que là, l'intérêt des Français, la France, c'est pas le problème. Là, beaucoup de partis raisonnent avec leurs propres problématiques. Sur les éléments de langage utilisés par l'Élysée et son entourage, on n'entend ni vraiment cohabitation, ni vraiment coalition. On parle de coalitation. Voilà, on tente de défendre l'idée qu'il faut inventer une nouvelle méthode de gouvernement. Est-ce que c'est pas une ultime tentative de rester dans le jeu ou bien de retarder un effacement qui est inéluctable pour Macron? C'est la triste réalité. En fait, voilà, la cohabitation, les choses sont très claires. Les trois cohabitations qu'on a eues, il y a un changement de majorité. Voilà. Il y a une discordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Donc, c'est aux autres de gouverner et ils peuvent gouverner. Même avec très peu de voix, c'était le cas en 86, puisque la proportionnelle avait fait en sorte que la droite ait peu de... Mais ils avaient la majorité. Et pourquoi ce refus d'utiliser le mot cohabitation? Justement, j'y viens. Parce que la cohabitation, c'est ça. Donc, les choses sont claires, on change de majorité. Les coalitions, on sait ce que c'est l'idée qu'il faut trouver une majorité qui ne se dégage pas. Et là, l'équation impossible, c'est pour ça que moi j'ai écrit une tribune qui s'appelait l'impossible cohabitation, justement, c'est l'idée que il faut en même temps incarner une forme d'alternance, comme la cohabitation, mais en même temps il n'y a pas de majorité réellement alternative. Donc il faut... Alors du coup, il faut incarner une forme de cohabitation, mais qui soit aussi une nouvelle coalition. Et j'ajoute la pièce manquante pour vous expliquer pourquoi c'est impossible, c'est que cette coalition, elle ne peut pas se faire entre LFI et le Rassemblement national. On ne peut pas le faire, les deux pôles extrêmes, n'est-ce pas? Donc, elle passe par le camp central, qui est justement celui du président, qui justement a été désavoué. Donc, ça devient extrêmement compliqué, puisque une partie de la gauche, enfin toute la gauche et la droite républicaine, considèrent que s'ils font une coalition, ils viennent au secours, en quelque sorte, d'Emmanuel Macron qui a perdu l'élection. C'est pour ça que comment il s'appelle, que Cazeneuve pouvait réunir ces centristes un peu de gauche et un peu de droite, c'est-à-dire qu'il n'effrayait pas le centre droit. Mais il ne va pas avoir le soutien d'une bonne partie de la gauche. On va justement une petite partie de la gauche, on va dire, ce qu'on appelle raisonnable. Certains vont bondir, mais on va écouter justement très rapidement la réaction du patron du PS à une éventuelle nomination de Bernard Cazeneuve à Matignon. C'était ce matin. Écoutez. Nous censurerons toute forme de continuité avec le macronisme. Je n'ai pas de problème personnel avec Bernard Cazeneuve et ses qualités sont grandes. Simplement, le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas de savoir si tel ou tel est un personnage, un homme d'État, etc. La question, c'est pourquoi faire,
avec quel soutien et dans quelles conditions, avec quelles garanties. Aujourd'hui, quelles sont les garanties pour Bernard Cazeneuve, si ce n'est d'être demain, en réalité, prisonnier par une majorité, une coalition, qui est la coalition Ensemble, celle d'Emmanuel Macron, qui veut le porter au gouvernement, alors même qu'il n'a pas obtenu le soutien, ni même cherché le soutien du Front populaire. Roselyne Febvre, votre analyse de la... Écoutez, Olivier Faure, lui, on a le sentiment quand on l'écoute qu'il n'a qu'un objectif, c'est survivre à la prochaine législative. C'est-à-dire sauver les sièges, sauver le Parti socialiste d'un îlot un peu désertique en quelque sorte, et que voilà, pour créer une dynamique, il est besoin de la France insoumise. C'est une stratégie qui visiblement froisse quelques-uns au Parti socialiste, mais ce n'est, je crois, pas la majorité. Il y a des courants, voilà, qui voudraient que, eh bien, Olivier Faure ne colle plus, ne soit pas la chambre d'écho de Jean-Luc Mélenchon. Et on continue à en parler juste après la pause. Restez avec nous. Qui pour gouverner la France et quels enjeux pour cette troisième série de consultations à l'Élysée? C'est notre thème dans Parlons-en. On est toujours ensemble sur France 24. Arnaud Mercier, on l'a vu, Bernard Cazeneuve ce matin, puis François Hollande, Nicolas Sarkozy. Pourquoi ce retour finalement de l'ancien monde? Eh oui, c'est la preuve de l'impuissance d'Emmanuel Macron, c'est la preuve de l'impasse dans laquelle il se trouve, parce que Dieu sait qu'il a fait campagne en 2016-2017 sur l'idée de rupture avec l'ancien monde, avec le vieux monde des partis. C'est pour ça c'est étonnant. C'est étonnant, oui, dans l'absolu, par rapport à son positionnement politique, mais ça dit profondément la situation d'impasse face à laquelle il est confronté. Pourquoi se raccrocher à ce grand ténor ? Et qu'il a provoqué par sa dissolution, qui était absurde. Même Gabriel Attal, son Premier ministre, trouvait que la décision était absurde. Donc, il fait appel à tous ces gens-là sur le mode, d'abord, vis-à-vis de l'opinion, il dit, vous voyez, je regarde les gens qui seraient un peu les vieux sages de la République, les anciens présidents, etc. Il veut sans doute leur demander s'ils ont encore une influence sur leur camp, de peut-être calmer un peu le jeu, etc. Et peut-être, moi je pense que la solution vers laquelle s'oriente Emmanuel Macron, ce serait plutôt quelque chose comme un Jean Castex, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui était un haut fonctionnaire, qui était, etc., et qui serait d'une relative neutralité. Un facilitateur dont on parlait. Voilà, c'est ça, exactement, un facilitateur, comme parlait Dominique Rousseau. Et en fait, on est dans quelque chose d'assez... flottant, donc il a besoin de dire que, vous voyez, il consulte tout le monde, y compris Xavier Bertrand, vous n'avez pas ajouté à la liste, puisque c'était les deux noms dont on parlait beaucoup comme Premier ministre possible, un de droite et un de gauche. Ou alors c'est peut-être pour leur proposer des postes importants et leur proposer des postes absolument du gouvernement. Absolument. Aussi. Voir un peu. Ça serait pas la première fois. Former un gouvernement aussi, il suffit pas. Absolument, mais ce serait pas la première fois qu'un ancien Premier ministre devient par exemple ministre des Affaires étrangères. On a vu Laurent Fabius ou d'autres. Est-ce que ce serait une bonne stratégie? Est-ce que c'est une bonne stratégie, Dominique Rousseau, de consulter justement ces vieux sages de la politique? Sur le plan de la communication, oui, évidemment, il montre aux Français que il n'est pas Jupiter, puisqu'il ne décide pas tout seul. Il rencontre le plus grand nombre possible de personnes qui ont des expériences, qui ont des responsabilités. En même temps, il gagne du temps. Mais si vous me parlez... Et puis il se pose en maître du jeu quand même, malgré tout. Il n'est pas Jupiter, il est le maître du jeu. C'est l'apparence. Oui. Vous savez ce que disait Zéro, l'apparence, il y a la réalité. Il donne l'apparence d'avoir encore les cartes en main. Or, je le disais tout à l'heure, il ne les a plus puisqu'il ne peut pas se représenter en 2027. Donc aujourd'hui, la classe politique de centre et de centre-droit cherche qui va pouvoir les faire continuer en politique, va les faire réélire en 2027. Ça ne sera pas Emmanuel Macron. Est-ce que ça sera Gabriel Attal ? Est-ce qu'il faut être derrière Gabriel Attal? Est-ce qu'il faut être derrière Darmanin? Est-ce qu'il faut être derrière Édouard Philippe? Est-ce qu'il faut être derrière Wauquiez? C'est là la question que se posent actuellement les députés de droite et de centre. Alors, Emmanuel Macron donne l'apparence. Il veut dire non, encore un moment, monsieur le bourreau. Hein, mais ça y est, c'est fini parce que la coalition
qui sortira sera une coalition sur laquelle il n'aura pas de prise. Hein, imaginez qu'il y ait une coalition Renaissance et avec certains socialistes, il n'aura pas de prise sur cette coalition. Sur le plan stratégique, Roselyne Febvre, le PS qui a eu tant de mal à tirer un trait sur l'ère Hollande, cette hypothèse Cazeneuve, est-ce que ça ne ressemble pas à un retour en arrière assez risqué vis-à-vis des électeurs ? Oui, en tout cas... Enfin, il faudrait être militant socialiste et faire un sondage pour le savoir. Vous savez, le PS, c'est un... on connaît le Parti socialiste qui a vécu des congrès tragiques, le fameux congrès de Rennes, où ils se sont écharpés des motions, des querelles byzantines, etc. Donc au PS, il y a autant d'avis que de gens et autant de participants que de partis. Enfin voilà, c'est quand même assez compliqué. Comme l'a montré les journées du parti. Oui, c'était quand même assez compliqué. Je pense que les gens qui sont restés au Parti socialiste sont quand même ceux qui sont d'accord avec la stratégie qui a lieu aujourd'hui. Parce que, regardez, Emmanuel, décidément aujourd'hui avec les noms, Bernard Cazeneuve, lui, est parti du PS. Oui. Il est parti du PS, donc il n'est plus au Parti depuis socialiste. La NUPES, c'était pour protester contre l'alliance. Donc, j'imagine que aujourd'hui, que les militants, s'ils sont d'accord avec cette stratégie, voilà, ils sont pour Olivier Faure, en quelque sorte. Donc je ne suis pas sûr que Bernard Cazeneuve serait un handicap particulier, mais ce ne serait pas leur premier choix. Mais est-ce qu'il a vraiment un camp ? Quel est le camp de Bernard Mais il n'en a pas. Il n'a pas de division. C'est comme le pape. Vous savez, il a quitté le PS parce qu'il était effectivement dégoûté de voir ces fameux de gauche, irréconciliables. C'est un peu sur la manière Valls, en quelque sorte. Et puis, il s'est mis à écrire dans le journal L'Opinion, qui est quand même un journal libéral, mené par Hervé Bétou. Donc... soutien plutôt du camp macronien. Voilà, soutien macronien. Donc quand on écrit dans l'Opinion, qui est un journal quotidien libéral, voilà, on n'écrit pas Libération. à Libération ou à l'Humanité. Alors, en même temps, il a dit... Donc il y a quand même une fibre libérale chez lui. Voilà, mais il sera poussé. Est-ce que ce sera un Premier ministre, si c'est lui, qui sera poussé quand même par une certaine gauche, c'est-à-dire s'il veut récupérer des partisans, de promettre quand même de faire quelque chose, alors que ce soit pas la retraite à 64 ans, mais je dis n'importe quoi, 63,5, mettons, mais qui donne le sentiment qu'il y a une forme, oui, de cohabitation. Ça va être le thème aussi de ces consultations, la réforme des retraites, qui est une ligne rouge aussi pour Emmanuel Macron. Il y a une phrase de Bernard Cazeneuve, puisqu'on parle de lui actuellement, qui montre l'ambiguïté du personnage. Il a dit « Je ne serai pas un Premier ministre de gauche qui mènera une politique de droite ». Bon. Donc... Qui était le procès fait à François Hollande. Ce qui était le procès fait à François Hollande. Donc c'est une critique, c'est à la fois une critique de François Hollande, c'est une espèce de garantie pour les non-LFI du nouveau Front populaire. Le choix de l'actuel, enfin du futur Premier ministre est un choix délicat dans la mesure où il y a la menace d'une dissolution en juin 2025 et il y a la perspective de la présidentielle. Qui veut investir son avenir politique dans le gouvernement. C'est pour ça qu'on retrouve les anciens mondes. Il y a ces échéances, mais la première échéance, c'est la reprise de la session parlementaire le 1er octobre prochain, avec le projet de loi de finances qui doit être déposé au Parlement avant le 1er octobre. Donc, le calendrier fait que les choses pressent. Également, on va faire justement un tour d'horizon des dossiers brûlants mis à l'arrêt par cette vacance du pouvoir avec Thibault Franceschi. Quelle que soit sa couleur politique, le nouveau gouvernement aura du pain sur la planche. Le plus urgent des dossiers à l'arrêt, le budget. Il doit obligatoirement être présenté le 1er octobre à l'Assemblée et doit être prêt 15 jours avant pour être examiné par le Haut Conseil des finances publiques et le Conseil d'État. Cela laisse donc moins de 2 semaines pour le boucler. Ce 2 septembre marque aussi la rentrée scolaire et avec une ministre démissionnaire, de nombreuses incertitudes perdurent, notamment sur le choc des savoirs voulu par Gabriel Attal,
avec la mise en place de groupes de niveau qui se fait en fonction des capacités des établissements. Nous avons donné des moyens. Je le répète ici, c'est 1500 emplois qui ont été donnés pour mettre en place ces groupes de besoins. La réforme de la formation des enseignants est aussi gelée, tout comme celle du brevet des collèges, avec un changement de notation et son obtention obligatoire pour passer en seconde. Autre dossier majeur à l'arrêt, le projet de loi sur la fin de vie. Après de nombreuses consultations, certaines dispositions avaient été votées, mais pas le texte dans son ensemble. Le rapporteur socialiste du projet a déposé fin juillet une proposition de loi afin que le texte revienne rapidement devant les députés. Reste aussi la question du logement. Face à la crise de l'immobilier, côté vente et location, le gouvernement avait préparé un projet de loi pour favoriser le logement intermédiaire et accélérer la construction. Une proposition de loi Renaissance PS devait aussi permettre une meilleure régulation des meublés touristiques. De toute façon, ils sont obligés. Voilà, donc c'est ce que nous disions hors antenne. Selon des informations de nos confrères du Monde, le gouvernement donc démissionnaire n'exclurait pas de décaler l'étude du budget. Ce serait véritablement le crash test du futur gouvernement. Le budget, c'est effectivement l'acte politique par excellence. Là, il n'y a pas de, puisque c'est là qu'on va financer toutes les décisions qu'on veut prendre. Il est un fait que d'avoir gagné du temps, dans une situation qui n'est pas facile à gérer, entendons-nous bien, c'était aussi une façon de différer le moment, d'affronter et pendant ce temps-là, le budget, c'est un paquebot. C'est-à-dire que c'est préparé par les services ministériels, par les hauts fonctionnaires qui sont là, quelle que soit la majorité politique, et qui avancent. Et il y a déjà eu des lettres de cadrage, puisque ça, c'est les choses habituelles pendant l'été. Ça avait été différé, mais elles ont été publiées finalement, elles ont été données aux différents ministères, avec un gel apparent, on va dire, de l'argent pour dire, vous voyez, c'est un budget neutre, on ne fait que reconduire l'existant. Puisqu'il ne pouvait pas, en tant que ministre démissionnaire, dire on va engager des dépenses supplémentaires sur une nouvelle loi, sur une nouvelle perspective. Donc ils ont gelé autant que faire se peut, on va dire, en disant ça laissera le temps. Mais comme le temps court, à part décaler effectivement le calendrier pour dire ça ne sera pas en début octobre, mais ça sera le 15 octobre. Est-ce que ça signifie que le nom du Premier ministre, c'est pas pour tout de suite? Non, mais même si c'était maintenant, il reste qu'un mois pour prendre... parce qu'on nomme un Premier ministre, il faut qu'il nomme un gouvernement, puis qu'il faut qu'on voit s'il est accepté ou pas, s'il est censuré. Avant le 1er octobre, c'est-à-dire je vois pas tellement on pourrait décaler le calendrier. Avant le 1er octobre, le budget devait être soumis au Conseil des finances publiques le 15 septembre. Le 15 septembre. Et le Haut Conseil doit donner un avis sur la sincérité du budget. Ensuite, il faut que ça parte à la Commission européenne pour voir si c'est dans les clous des 3%. Et après, il y a le 1er octobre. Et la Constitution dit le budget doit être voté dans les 70 jours. Donc, si vous voulez, on ne peut pas jouer avec... à 15 jours aussi. Si... le politique le fera. Il y a quand même des dates. Il y a quand même des dates fixes. Si l'Assemblée nationale n'a pas délibéré et voté le budget dans les 60 jours, ça passe automatiquement au Sénat qui, lui, a 20 jours. Et si c'est pas fait, à ce moment-là, ça peut être pris par ordonnance. Donc à quoi faut-il s'attendre, selon vous, sur le budget? Alors, ce à quoi on peut s'attendre, c'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas, où le gouvernement intérimaire, le gouvernement démissionnaire, le gouvernement qui expédiait les affaires courantes, a voté le budget, a élaboré le budget. Et le gouvernement démissionnaire gérant les affaires courantes a duré 11 mois, de 2023 à 2024, et c'est lui qui a élaboré le budget. Mais au total, tout va dépendre, comme toujours, de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, le gouvernement actuel démissionnaire peut présenter le projet de budget, mais il appartiendra aux députés. Les députés peuvent l'amender, voter le retour de l'impôt sur les grandes fortunes, voter la suppression de telle taxe, etc. C'est quand même les parlementaires qui votent. Donc, au bout du compte, si vous voulez, c'est le débat parlementaire qui, de toute façon, commencera le 1er ou le 2 octobre, qui va se saisir du budget, et il y aura un débat budgétaire avec des amendements. Donc, le gouvernement, qu'il soit démissionnaire ou qu'il soit de plein exercice, aura beau déposer un projet, ce projet il sera détricoté en partie. Reste amendable
par les députés. Avec une nouvelle dissolution inévitable à l'été 2025 ? Juin 2025. Même un gouvernement technique, on retombe sur la même question. Un gouvernement, pour fonctionner, ne doit pas avoir 289 députés contre lui. Un gouvernement technique, si LFI, le Rassemblement national, Wauquiez et d'autres ne veulent pas de gouvernement technique, ils le feront tomber. S'ils ne veulent pas de gouvernement de coalition, ils le feront tomber. Et se posera la question de 1924. Que fera Emmanuel Macron si tous les gouvernements qu'il nomme tombent ? Roselyne Febvre, il nous reste un peu moins d'une minute. Oui, ben ça fout les jetons. Mais c'est la quatrième ou la troisième République. Hein, c'est un système parlementaire qu'on n'a pas connu nous, mais dont les livres d'histoire regorgent. Et c'est pas voilà, c'est ingouvernable. C'est une situation que l'on connaît. Et c'est pour ça que on en parlait aussi hors antenne. C'est que ce qui pourrait faire Nouveau Monde aujourd'hui, c'est pas de rappeler les vieux briscards de la politique ou de rétablir le clivage gauche-droite. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est fini. On a vu qu'il y avait 3 blocs, on l'a dit et répété. Mais dans le fond, c'est de pouvoir faire des coalitions. On n'a que ce mot à la bouche, mais en réalité, ça se fracasse sur le mur du réel. Je veux dire, personne ne se met d'accord parce que effectivement il y a un problème de proportionnel en France qui n'est pas le cas de la. Il y a les humoristes de Groland qui avaient bien résumé la situation. La France, le qui président est disait finalement, il a dit, le président arrive, il dit bon bah vu les résultats des élections, j'ai décidé de ressoudre l'Assemblée nationale. C'est-à-dire cette idée que finalement la seule solution, ça serait de pas avoir. Mais il y avait déjà pas de majorité dans l'impasse 2022. Politique plus que jamais. Voilà, tout ça pour ça. Au terme de cette discussion, merci à vous trois, merci à Roselyne Febvre, à Dominique Rousseau et à vous Arnaud. Merci, c'est la fin de Parlons-en. Merci infiniment.